Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une autre entreprise de qualité qu'on appelle Mastercard. On va essayer de déterminer si, au prix actuel, Mastercard représente une opportunité d'investissement. Donc, notre analyse ici sera basée sur la stabilité du revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow, ainsi que la qualité de ce dividende-là. D'accord? Si dividende il y a, bien sûr. Donc, ici, on va essayer de faire cette analyse comme d'habitude en 10 minutes, juste pour vous montrer que vous pouvez également faire la même chose. D'accord? Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Est-ce que nous avons une stabilité ou croissance des revenus ici? On constate qu'on a une croissance des revenus. Donc, quand on regarde ici au niveau de la croissance des revenus, ici, on voit ici que avant la période de pandémie, on avait 12% de croissance sur les 10 dernières années, 12% sur les 5 dernières années, 16% sur les 3 dernières années. Donc on avait une accélération de la croissance sur les 3 dernières années. Donc, il y a eu la pandémie par là, on a perdu 9%. Mais quand on revient à partir de décembre 2021, ici, on a 10% de croissance sur les 10 dernières années, 11% sur les 5 dernières, 8% sur les 3 dernières, et par rapport à l'année précédente, on avait 23%. Mais attention, donc la croissance a recommencé et est revenue à peu près au même niveau que précédemment. D'accord? Donc, ici, pour la croissance, je vais être gentil encore une fois, 10%. Je vais prendre 10%. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des chiffres, il faut faire parler les chiffres. C'est pour ça qu'il faut lire les rapports financiers. D'accord? Parce que la croissance pourrait être moins élevée. Maintenant, en termes de revenus, on constate qu'il y a une stabilité des revenus. D'accord? Donc, au niveau du revenu, si on a 18 milliards 884 millions, donc attention sur les 12 derniers mois ici, donc en prenant en référence le dernier trimestre publié cette année-ci et l'équivalent du trimestre précédent, donc les 12 derniers mois, ça donne à peu près, à peu près 19 milliards 896 en termes de revenus. Mais on va prendre les revenus de 2019, 2021 plutôt. Donc 18 milliards 884. Donc ici, je mets 18, 884. D'accord? OK. Donc, une fois qu'on a ceci, on continue, on regarde ici si la marge, la marge brute est stable ou croissante. Donc ici, on a une marge brute à peu près stable. À partir de cette période-ci, on a une marge brute décroissante, mais ça peut s'expliquer. On remarque que la marge brute recommence à la marge brute remonte aux alentours des 79% qu'on a connu par le passé. Donc c'est correct. Est-ce que la marge opérationnelle est stable ou croissante? On a à peu près une stabilité des marges opérationnelles ici. Donc également, on aime ça. Donc on recherche la dette nette. Je vous ai dit que la dette nette ici, c'est vous faites généralement le calcul valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Mais ici, je vais utiliser directement mon multiple ici, donc, mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc, si je prends ici valeur d'entreprise, d'accord, qui est 334 millions, donc 334 milliards, d'accord, donc 334,3, moins capitalisation boursière, on a 326,98, ça donne ici 7 milliards 32, d'accord, 7,32 milliards, si vous voulez. Donc ici, l'entreprise est endettée à raison de... La dette nette est aux alentours de 7,32 milliards. D'accord? Donc on va mettre ici 7,32. Donc 7, 7, 3, 2, 0. 7 milliards 320 millions. OK. Donc, est-ce qu'on va vérifier ici sur nos logiciels combien est-ce que ça nous donne? On nous donne à peu près 5 milliards ici. Donc il y a une différence à peu près, on va se dire, aux alentours de 1 milliard 700 par là, exactement 1 milliard 700 par là. Donc par rapport à nos nombres d'actions, ça donne ici à peu près, voilà, 1,70 $. Donc pas grand-chose, en tout cas, entre parenthèses, bien sûr, pas grand-chose. Donc, comme je l'ai toujours dit, chaque agrégateur peut avoir des chiffres différents. Donc, il faut comparer toujours à la fin de la journée avec les états financiers. Donc, ici, on essaye de faire une estimation générale. D'accord? Donc, ce n'est pas encore une évaluation en tant que telle en approfondie. Donc, ce n'est que une mise en bouche. D'accord? Donc, ici, après avoir calculé la dette nette, on recherche les PER moyens. Je vais prendre 25, compagnie de croissance, d'accord. C'est une belle entreprise qui a un pricing power, des marges très élevées, avec une dépense en capital très peu élevée. Mais je ne sors pas juste là de mon chapeau. Je dois comparer par rapport d'abord à ses compétiteurs, par rapport à son industrie en particulier. Attention, on va vous dire que c'est une compagnie financière. Et ce qui pourrait souvent vous amener à comparer un mec des PER de 25 sur une autre compagnie financière. Attention, toutes les compagnies financières ne se ressemblent pas. Les banques, assurances, c'est pas la même chose que les compagnies de cartes d'émission, de cartes de crédit. Attention, c'est pas la même chose. Et déjà, leur business model même, il faut le comprendre. Donc, parce que, comment on appelle ça? American Express, Mastercard et Visa ne sont pas similaires. Faites très très attention. Ils ne sont pas similaires. Donc, on fait peut-être la même chose, mais on ne le fait pas de la même façon. Et laissez-moi vous dire que certaines de ces entreprises-là même font exprès de ne pas avoir de grosses marges. Mais il faut lire. D'accord? Donc,
Ici, on parle uniquement de chiffres, mais je vous encourage toujours à aller lire les rapports financiers. Donc ici, il nous reste 5 minutes ici. Donc le nombre d'actions, ça sera 972 millions. Donc on va vérifier ici, est-ce que le nombre d'actions est décroissant. Donc on va mettre ici 972 millions. Donc on peut mettre 973 de toutes les façons. On ne cherche pas à avoir précisément raison. Donc quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on observe? On a 978, 998. Donc le nombre d'actions diminue. Donc l'entreprise rachète massivement ses actions. J'aime ça. Je vous ai dit que je préfère le rachat d'actions plutôt que le repaiement d'un dividende parce que en termes de taxation, c'est meilleur pour moi à la fin de la journée. Donc ici, bon, voilà, on va dire qu'à peu près on est au niveau de la limite. Donc je ne sais pas si ça a été mis à jour depuis. Donc c'est 973. Donc à peu près on a 23 millions. Non, on a 13 millions d'actions de différence. Donc ça ne change pas grand-chose dans notre calcul. Donc on ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins tort possible. Une fois qu'on a le nombre d'actions ici, alors, dans tous les cas de figure, je regarde toujours la stabilité. Je ne prends juste pas le nombre d'actions comme ça. Si on avait le nombre d'actions élevé, j'allais prendre cette entreprise avec des pincettes parce qu'on augmente le nombre d'actions. Ça veut dire qu'on s'est financé avec mon argent, d'accord? Ça réduit ma participation dans l'entreprise et je n'aime pas ça. Donc, quand je prends une marge, quand je prends un revenu, je recherche avant tout la stabilité ou la croissance, d'accord? Donc, ici, quand on va regarder maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici les free cash flow. Alors, les free cash flow ici, si vous vous souvenez, on a étudié ici précédemment l'entreprise Visa, on avait des free cash flow à peu près de 50%, mais vous constatez que dans cette entreprise-ci, déjà, on n'a pas les mêmes marges qu'avait Visa, donc ça vous dit déjà que peut-être qu'on fait la même chose, mais d'une façon différente. Et pourquoi donc on fait la même chose de manière différente? Il faut aller vérifier cela. Est-ce qu'on aura la capacité d'augmenter nos marges? Est-ce qu'on aura des marges plus élevées dans le futur? Donc, vous constatez ici que les marges opérationnelles sont à peu près stables dans le temps, d'accord? Mais la marge nette tend à augmenter. 37, 37, 38, 39, 37, 31, 39, 48, 41, 46. Donc les dernières années, c'est croissant. D'accord? Donc, au niveau de la marge des free cash flow, est-ce qu'on a la même chose? On a une croissance des marges des free cash flow ici. Donc, on va y arriver. Voilà. Voilà. Donc ici, 36, 45, 32, 38, 38, 41, 38, 44, 42, 45. Donc, je pense que je vais aller aux alentours de 40%. En étant conservateur, j'aurais bien voulu prendre, je suis également tenté à prendre du 45%, mais ça dépend également de mes lectures. D'accord? Je sais que son concurrent direct ici a à peu près 40%, 45% en termes de croissance, enfin 50% en termes de marge. Donc, je vais prendre 40% et en prenant 40%, je suis assez conservateur. Quelqu'un d'autre aurait pris quelque chose de différent, mais ça dépend de vos lectures parce que le 40%, on ne prend juste pas 40%. Il faut lire le management, qu'est-ce qu'il pense, quels sont les objectifs, quelle est la stratégie à long terme. Est-ce qu'on va sur une stratégie où on aura peut-être probablement un 50% à X années ou bien on va sur une stratégie où on essaie de garder le 45%. D'accord? Donc, je vais prendre 40% et en étant conservateur. D'accord? Donc, on va également essayer qu'est-ce que ça nous donne avec 45% si vous voulez. Donc, ici, quand on arrive au niveau du calcul, vu qu'on a tous nos éléments en place ici, voilà. Donc, on a un revenu ici de 18 milliards 884. Donc, quand on fait ici 18 884, ça donne ici, quand on prend 40% de ce montant-ci, ça nous donne ici 7 milliards 554. Donc, j'arrondis à 554, d'accord? Donc, ici, nos PER sont de 25. Donc, 7 milliards 554. Donc, quand on fait 25 fois les bénéfices, d'accord, sur un revenu à peu près de 18 milliards 800, marge de 40% ici, ça nous donne 7 milliards 554. Donc, multiplié par le nombre d'actions, multiplié par le PER ici, moins le nombre d'actions, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près ici 188 $ l'action. OK? Maintenant, on va prendre la même chose, mais maintenant avec une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. D'accord? La croissance qu'on a pris ici, donc ça revient à peu près à multiplier ça par 1,61 pour ceux qui sont habitués sur la chaîne, vous savez comment on fait. Donc ici, ça donne à peu près 12 milliards 161. Donc on va mettre ici 12 milliards 161. À 25 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on est à peu près ici à 306 $ l'action. Donc voilà, sensiblement l'entreprise est sensiblement surévaluée de quelques pourcents, d'accord, 14% par là par rapport au prix ici. Donc le prix a sans doute changé par rapport à aujourd'hui, mais attention, on a 361 ici, parce que ça, c'est pas ajusté au jour en temps réel. Donc faites attention. OK. Le dernier élément, c'est simple. Je vais prendre des marges de 45%. D'accord? Donc on va faire ici ça divisé par 0,1. D'accord? Ça nous donne ici le revenu. Donc quand on prend ici notre revenu, donnez-moi juste un instant. Donc on a ici un revenu de 18 milliards 885 multiplié par 1,61. Donc non, 1,61.
1,61, c'est 10% de croissance sur les 5 prochaines années. C'est ça qui donne 1,61. Donc, ça fait 30 milliards. 15% de 30 milliards ici. Donc, 45% de 30 milliards. Donc, comme je vous avais dit, soit on prend des marges de 40 ou de 45, mais dans tous les cas de figure, ces marges-là doivent être appuyées par nos lectures. Donc, on est à peu près ici 13 milliards 682. Donc, on va mettre ici 13 milliards 682, avec ici 25 fois les bénéfices, comme d'habitude. Déjà, attention au PER. Si les taux d'intérêt augmentent, les PER pourraient avoir tendance à diminuer, mais à la fin de la journée, c'est temporaire. Vous pouvez également prendre les PER de 20 pour mieux vous protéger. Dans tous les cas de figure, on va prendre également une marge de sécurité. Si l'entreprise vaut 308 dollars par rapport à nos lectures, on ne va pas l'acheter à 308 dollars, on va essayer de l'acheter pour moitié moins que ça. Dans le temps écoulé, on a toutes nos valeurs ici, donc vous avez vu qu'on a réussi à trouver, déterminer, voilà, estimer la valeur de cette entreprise, si dépendamment de certaines hypothèses. Donc vous remarquez ici que ce sont des hypothèses. S'il y a un changement quelconque ici, ça pourrait également évoluer. Donc c'est pour ça qu'on évalue une entreprise chaque 3 mois, chaque 6 mois. À la lecture de chaque rapport financier, on essaie de voir si on est sur la même tendance. D'accord? Faites très très attention. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche. Attention, ça dépend des lectures. Donc ici, quand on regarde, si on prend 25 fois les bénéfices, d'accord, sur un revenu à peu près croissant de 10% sur les 5 prochaines années avec des marges bénéficiaires de 45%, moins la dette nette actuelle ici, avec le nombre d'actions actuelles, ça revient ici à 345 dollars l'action. Donc on se dira que par rapport au prix actuel, l'entreprise serait correctement évaluée. Donc par rapport au prix actuel de 361, il n'y a pas une grosse différence à la fin de la journée. Mais vous savez ce que ça implique, ce prix-ci. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes très optimiste et que vous pensez que l'entreprise peut avoir des marges de 45% durables dans le temps, vous n'allez pas l'acheter à 345 dollars. Vous allez essayer d'acheter l'entreprise pour moitié moins que ça. Moi, j'ai toujours privilégié une marge de 50%, donc la moitié de ce montant. Donc, si c'est 345 en termes de valeur, je vais l'acheter à 172. D'accord? Pourquoi? Parce que imaginez que plutôt les PER sont de 20. Vu que je l'ai acheté à 272, il n'y a pas de souci. Je paye 172, alors que la valeur descend à 275. D'accord? Donc, si plutôt on a plutôt un 10% de croissance sur les 5 prochaines années avec plutôt des marges de 40%, d'accord? Ça revient à dire que ça vaut 307 dollars l'action. À 307 dollars l'action, à combien je vais l'acheter? Imaginez que j'ai fait l'erreur de l'acheter à 172. Je vais l'acheter peut-être à 150 probablement. Imaginez que si je l'achète à 150 dollars, et que le PER est plutôt de 20, techniquement, on est à 244, j'ai toujours une marge de sécurité. Même si je l'avais acheté à ce prix-ci, même si je l'avais évalué à ce prix, c'est que j'avais pris une marge de sécurité de 50%, techniquement, j'aurais quand même pu faire de l'argent ici. D'accord? Donc, ça veut dire que si on arrive ici et qu'on a 20% de marge de PER, voilà, je n'ai pas surpayé 172, 149, d'accord? Donc, toujours payer moitié moins que la valorisation potentielle, optimiste, bien sûr. Donc, moi, je paye toujours la moitié. D'accord? À la fin de la journée, ceci n'est que mon avis. En date d'aujourd'hui, je dirais que cette entreprise, la valeur de cette entreprise, je serais plutôt dans cette zone-ci. Donc, l'entreprise est aux alentours, la valeur est aux alentours de 310 dollars l'action par là. Donc, idéalement, j'aimerais l'acheter aux alentours de 150 dollars l'action. Voilà, quand je dis 150 dollars l'action, on va me dire, ouais, mais ça ne va jamais arriver à ce prix-là, à ce niveau-là. C'est pas grave. Je vais acheter une autre entreprise. Je préfère être d'accord avec mon prix d'achat. D'accord? Parce que c'est moi qui paye. D'accord? Je veux un rendement élevé. Je ne poursuis pas. Mon argent doit être mis au travail dans des unités de production qui sont, premièrement, stables, deuxièmement, sécuritaires, troisièmement, que je peux comprendre, et en quatrième position, que je veux vraiment acheter cette unité de production-là. Donc, quand je parle d'investissement, je veux l'acheter à un prix moins élevé que sa valeur. Moins élevé que sa valeur. Donc, la différence entre valeur et prix, n'oubliez jamais, je ne me base pas sur une courbe ou bien sur quoi que ce soit pour déterminer que c'est une opportunité d'investissement. Non, on lit, on estime, on essaye de regarder est-ce que nos chiffres concordent avec ce que le management pense par rapport à l'industrie, nos lectures à côté, la compétition, et on essaye d'évaluer l'entreprise. Et je sais que c'est un travail chronophage, d'accord? Mais j'aime ça. Donc, si vous aimez premièrement protéger votre capital, vous devez faire l'effort nécessaire. Et évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, d'accord? C'est pas parce que tout le monde n'a pas la capacité de le faire, mais certains n'ont juste pas le temps de le faire. C'est la raison pour laquelle achetez vos ETF, vos indices tranquillement. Et essayez de faire, entre parenthèses, le DCA, même si je n'aime pas ce terme. Mais si vous avez investi dans des actions, je ne veux pas entendre le terme DCA. Vous faites du DVA. Dollar Value Averaging. J'achète uniquement quand c'est sous-évalué. C'est ça. Et j'achète uniquement la qualité quand c'est sous-évalué. Donc, si vous possédez présentement du Mastercard ou du Visa, je vous ai donné la valeur que j'avais estimée ici.
Vous pouvez avoir une valorisation tout à fait différente. Mais ceci, ce ne sont que des éléments pour vous aider à mûrir pas votre réflexion, je ne dirais pas ça. Ah, voilà, ça vous donne des idées des idées d'évaluation. Comment est-ce que vous pouvez faire? Pourquoi est-ce que je prends 15%? Pourquoi est-ce que je dois prendre 10%? Pourquoi je ne prendrais pas 5%? Ce sont les questions que vous devez poser. Et vous ne pouvez pas investir avec conviction si vous ne lisez pas vos rapports, si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait. D'accord? Prenez le temps de comprendre les entreprises. Prenez le temps d'être des experts dans ce que vous mettez dans les entreprises que vous possédez présentement ou bien qui vous intéresse. D'accord? Donc, en termes de dividendes, comme je vous l'ai dit, vous savez comment je réfléchis par rapport aux dividendes. Mon dividende ici ne dépend pas du rendement actuel. Donc, je ne vais pas dire que, actuellement, on a un rendement de 0,54% et le dividende est croissant depuis, X années. Ce n'est pas important. Il faut réfléchir comme ça. Je dis ceci. En termes de dividendes, ici, c'est simple. Si l'entreprise venait à distribuer la totalité des free cash flow présentement, d'accord, dont le 7 milliards 54 de 554 qu'elle a présentement par rapport à la valorisation actuelle, donc qui est de 320, on va l'arrondir à 327 milliards. Donc on va diviser ici divisé par 327 milliards. Ça revient ici à un rendement de 2,31%. Donc s'il n'y a plus de croissance ici, les marges restent stables, cette entreprise peut vous donner un maximum de dividendes par rapport au prix actuel de 2,31%. Donc si le prix est moitié moins que ça ici, le rendement de dividende potentiel augmente. On va passer à 4,6%. Mais maintenant, si on a de la croissance maintenant sur ce dividende, sur ce prix qui est moitié moins que celui d'aujourd'hui, si on a une croissance de 1,61% ici, on aura plutôt un rendement aux alentours de 7%. Donc, achetez uniquement les entreprises quand elles sont sous-évaluées. D'accord? Le dividende ici, il est safe. D'accord? Il représente une petite partie du free cash flow. Et l'entreprise a largement les moyens de repayer sa dette, de racheter des actions et de faire certaines acquisitions. Donc, vous voyez que le dividende ici est de 1,741 milliard en moyenne. Il distribue 1,741 milliard. En tout cas, au mois de décembre 2021. Et vous constatez que le rachat d'actions est plus élevé que le dividende. Donc, quand vous faites l'addition des deux, donc ça fait à peu près 7,7 milliards. À peu près, c'est à peu près la moyenne de ce qu'il gagne avec une marge de 40%. D'accord? Actuellement, les marges nettes sont plus élevées. Donc, il faut savoir pourquoi et poser la question, est-ce que c'est durable? Alors, pour Mastercard, belle entreprise, mérite egg dans n'importe quel watchlist, mais mon prix idéal, je vais commencer à regarder cette entreprise aux alentours de 150-175 $. À la fin de la journée, ceci n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis totalement différent. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, d'accord, s'il y a d'autres personnes à qui que ça pourrait intéresser, ou bien, laissez un commentaire par là. Donc, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et dans les jours à venir, on va uniquement parler d'entreprises de qualité, d'accord? Donc, j'ai parlé de beaucoup d'entreprises ici, mais j'aimerais vraiment maintenant me concentrer sur des entreprises qui sont de qualité parce que je pense que c'est dans ces entreprises-là qu'on fait le plus d'argent. C'est la qualité avant tout, c'est la stabilité, c'est la tranquillité d'esprit. Bon, quand vous avez lu vos rapports financiers, bien sûr. Donc, on se dit à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci.